Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons donc pour la clôture de ce Paris Defense Strategy Forum. Tout d'abord, merci pour votre présence et votre participation aux nombreux échanges tout au long de ces 2 jours. J'ai été moi-même ravie de vous accompagner et de participer à cette première édition qui aura contribué à engager des réflexions communes, des synergies de travail et des idées nouvelles. Je vous propose donc maintenant d'écouter l'allocution du chef d'état-major des armées, monsieur Thierry Burkhardt. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les officiers généraux, monsieur le général directeur de l'Académie de défense de l'École militaire, cher Benoît, mesdames et messieurs. Alors, je suis bien évidemment très impressionné de m'adresser devant vous, ici dans l'Amphifoch. Je sais aussi qu'il y a d'autres personnes dans d'autres amphithéâtres de l'École militaire, et je sais qu'aussi on est suivi en direct sur YouTube. Et c'est pas si simple d'intervenir en clôture d'un forum, du forum sur le thème de l'Europe à la croisée des chemins. Parmi vous, il y a d'éminents spécialistes, et ça fait 2 jours que vous traitez ce sujet ensemble. Donc en fait, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer d'apporter ma petite part à vos réflexions. Auparavant, je voudrais d'abord remercier le général Benoît Durieux et toutes ses équipes pour la parfaite organisation de cet événement. En fait, c'était un peu un coup d'essai pour Academ. Tout le monde a compris que Académie de défense de l'École militaire, ça veut dire Academ, et que c'est ce mot-là qu'on retient aujourd'hui, parce qu'en plus, je pense, Benoît, que tu as joué un coup de maître, donc bravo, très sincèrement. Par ailleurs, j'ai pu constater la très grande variété des événements et des intervenants. Ça prouve que la pensée stratégique en Europe est vivante et qu'en Europe, on a aussi des choses à dire. Comme vous, ma préoccupation va au monde réel, et je voudrais donc partager quelques réflexions. Tout d'abord, les grands marqueurs qui structurent l'environnement stratégique aujourd'hui. Ensuite, la manière dont les armées françaises s'organisent pour répondre à cet environnement stratégique et à ces défis. Et enfin, les défis sur la route de l'autonomie stratégique pour l'Europe. Alors, l'environnement stratégique connaît de profonds bouleversements, vous le constatez comme moi, et des réalignements très brutaux. La mutation vers une nouvelle ère stratégique n'est pas terminée, et de nouveaux chocs peuvent encore se produire, avec des répercussions de grande ampleur. Et certains pays sont prêts à générer de l'instabilité pour en tirer profit. Il est donc difficile, pour moi en tout cas, d'avoir un jugement définitif sur ces structures, l'environnement stratégique. Je retiens néanmoins 4 grands marqueurs qu'il nous faut prendre en compte. Le premier marqueur, en fait, c'est la dynamique de la force qui supplante le système du droit. Utiliser sa puissance militaire est redevenu aujourd'hui un signe d'expression ou d'affirmation de sa souveraineté. D'un côté, on constate un retour du rapport de force pour régler ses différends ou imposer sa volonté. En fait, cela est rendu possible par les phénomènes successifs de réarmement, tout d'abord, ensuite de désinhibition dans l'emploi de la force. Finalement, aujourd'hui, on observe une vraie volonté, pas seulement une désinhibition, mais une vraie volonté d'employer la force avec une escalade dans les moyens et une recherche assumée de la létalité quand on emploie ces moyens. De l'autre côté, on constate que l'ordre international, fondé sur le droit, ne parvient plus véritablement à atténuer les crises. C'est visible, par exemple, dans la contestation que connaît l'ONU en Afrique aujourd'hui, devenue quasiment indésirable. Il faut donc agir pour rendre aux organisations internationales leur légitimité et leur capacité à gérer les crises. Deuxième marqueur très prégnant, en fait, le développement des technologies et la numérisation des sociétés, qui confèrent à l'information une valeur stratégique exceptionnelle. L'information est non seulement l'enjeu de la bataille, mais c'est aussi le lieu de la bataille. Nos compétiteurs déploient des stratégies de long terme avec des actions très offensives pour agir sur les perceptions. Dans ce domaine, certes, il n'y a pas de victoire décisive dans le champ informationnel, mais agir dans le champ informationnel offre une large palette d'effets, adhésion, inhibition, dénonciation ou encore déstabilisation. Les perspectives dans ce domaine sont, à moyen terme, assez inquiétantes. La guerre informationnelle va encore plus structurer les antagonismes à cause des capacités de pénétration des sociétés occidentales et des progrès technologiques, notamment l'intelligence artificielle générative, dont certains prédisent une forme de tsunami dans ce domaine. Troisième marqueur, il y a une volonté de créer un ordre alternatif. Volonté menée par un ensemble assez hétérogène de pays qui ont pour autant un dénominateur commun, le rejet du Nord, en fait, c'est-à-dire l'Occident. La Russie est le chef de file de ce mouvement,
Derrière elles, des grands compétiteurs dont la Chine avance leurs pions dans tous les domaines pour contester les acquis, s'accaparer de nouvelles ressources et saisir de nouveaux points d'accès. De plus, des puissances régionales opportunistes s'affirment et génèrent un surcroît d'instabilité qui complique très sérieusement la résolution des crises. Enfin, dernier marqueur, c'est le changement climatique. Il n'a peut-être pas immédiatement la même importance que les 3 précédents paramètres, mais son impact ne va aller, à mon avis, qu'en s'accentuant. C'est déjà une préoccupation majeure pour nombre de nos partenaires dans l'Indo-Pacifique, mais aussi autour de la Méditerranée et en Afrique. Les impacts environnementaux, la famine ou les déplacements de population vont être des catalyseurs de chaos. Plus largement, c'est un paramètre qui va être de plus en plus structurant pour toutes les activités humaines. Il faut l'anticiper dès maintenant pour nous aussi. Bref, nous sommes dans un monde où la gestion en tendance ne suffit plus. Il faut penser et agir de façon beaucoup plus stratégique que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Il faut envisager les choses sur le temps long pour assurer une cohérence globale, y compris dans la résolution des problèmes immédiats. Cela nécessite ensuite d'impliquer plus d'acteurs. La sécurité n'est pas un défi uniquement militaire. En fait, la diversité de l'Assemblée le montre. Cela veut aussi dire qu'il faut privilégier l'action en coalition. Là aussi, le caractère multinational de ce forum le montre. Dans cet environnement stratégique, comment se positionnent les armées françaises ? Pour faire face et préserver une liberté d'action sans cesse remise en cause, les armées françaises bâtissent une réponse en 2 temps. Cette réponse s'appuie d'abord sur un héritage stratégique qui est celui de notre modèle d'armée. Difficile de le qualifier autrement que de modèle français. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je vais l'expliquer, parce qu'il reflète en fait fortement la singularité française, je vais y revenir. Ensuite, le deuxième pilier de notre posture est lié à une ambition qui est en adéquation avec les paramètres nouveaux de l'environnement stratégique. Le modèle d'armée français tout d'abord. Schématiquement, je relève 4 grandes caractéristiques pour le modèle d'armée français. Premièrement, en fait, la France est un pays doté de l'arme nucléaire et la dissuasion nucléaire constitue la clé de voûte de nos stratégies de défense. Aussi, tout se réfléchit d'abord à l'aune de cette capacité, qu'il s'agisse de consacrer des moyens pour en assurer la crédibilité opérationnelle et technologique ou de dimensionner les forces conventionnelles pour assurer un épaulement efficace. Deuxièmement, et c'est le corollaire de la première caractéristique, le modèle français cherche à permettre l'aptitude à l'exercice d'une souveraineté la plus entière possible. Pour cela, et c'est toujours ce que je recommande généralement à nos décideurs politiques, l'action en coalition est systématiquement privilégiée car elle produit les effets stratégiques les plus puissants. Pour autant, même s'il y a plus de risques, même si les effets potentiels sont moindres, même si cela est plus coûteux, les armées françaises doivent toujours être en mesure de proposer une option militaire autonome au président de la République. Je ne dois pas un jour me retrouver devant le président en disant « Monsieur le Président, nous sommes seuls, donc nous ne pouvons rien faire ». Je pense que ça, c'est une caractéristique du modèle français. Cela justifie les choix et les efforts pour conserver des capacités nationales d'appréciation de situation et d'intervention dans le cadre d'un modèle d'armée complet, puisqu'il faudrait être capable de faire seul, même s'il est quelquefois, par conséquence, un peu échantillonnaire sur certains segments. Troisième caractéristique du modèle français, notre souveraineté s'exerce de manière identique en métropole et dans nos outre-mer essaimés à l'échelle du globe. Il porte de facto l'ambition mondiale de notre pays. La répartition des moyens, vous le comprenez assez logiquement, en découle et c'est quelque chose qui est au quotidien très exigeant. Enfin, quatrième caractéristique, le modèle d'armée français s'envisage dans la perspective d'une autonomie stratégique de l'Europe. C'est un concept qui est clé depuis de nombreuses années. Il prend tout son sens avec le retour de la guerre de haute intensité sur notre continent et s'envisage désormais de façon active dans le renforcement du pilier européen au sein de l'OTAN. L'aptitude à tenir le rôle de nation cadre à terre, en mer, dans les airs et pour les actions spéciales est donc intégrée dans notre modèle d'armée. Mais ce n'est évidemment pas exclusif de notre participation volontaire à des coalitions sous l'autorité d'une autre nation, comme par exemple pour l'opération Aspides, dont la Grèce assure aujourd'hui le commandement. Cet héritage, ces 4 caractéristiques qui irriguent notre culture stratégique, résonnent dans l'ambition des armées françaises. Deuxième pilier, cette ambition est à la fois de gagner la guerre avant la guerre et d'être apte à s'engager dans un conflit de haute intensité.
Je commence par le deuxième terme de cette ambition, être apte à s'engager dans un affrontement de haute intensité. C'est, vous le savez, en fait la dimension la plus exigeante du métier militaire, et elle est en phase, malheureusement, avec la réalité de la menace aujourd'hui, en particulier en Europe. La loi de programmation 2024-2030 permet de continuer à consolider nos capacités et d'en bâtir de nouvelles dans cette perspective. Mais l'engagement guerrier, l'affrontement de haute intensité ne peut pas être la seule finalité, ou en tout cas la finalité, car on voit bien les dommages induits et en particulier aussi l'incertitude qu'il engendre. C'est pourquoi les armées françaises cherchent à gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire à gagner la guerre tous les jours, dans l'état de compétition, dès l'état de compétition qui caractérise la nature normale des relations internationales. Cela implique de donner la preuve de notre crédibilité et de notre détermination tous les jours, dans tous les champs de la conflictualité, dans les milieux physiques et dans les champs informationnels, immatériels. Rien de tout cela ne sera possible si nous ne sommes pas capables d'agir avec les autres et en premier lieu avec nos alliés. C'est aussi le sens de ce forum qui permet d'approfondir les cultures stratégiques des uns et des autres. Qu'en est-il alors de l'autonomie stratégique européenne ? Je crois en effet que nous devons aller plus loin. Nous devons travailler à une autonomie stratégique européenne en phase avec l'évolution de l'environnement stratégique, d'autant plus que nous possédons déjà des structures éprouvées pour le faire. D'une part, l'OTAN nous fournit un cadre d'interopérabilité très efficace. Il permet d'assurer de manière très crédible la défense collective. De nombreuses armées en Europe sont d'ailleurs construites quasi exclusivement dans ce cadre. D'autre part, l'Union européenne permet une autre forme de réactivité et offre des outils qui permettent d'élargir le spectre de l'action. Rien ne sert de les opposer car ce sont deux réalités complémentaires puissantes. Le premier objectif d'une autonomie stratégique européenne est de pouvoir assurer la sécurité de notre continent. En effet, à cause de l'attitude de la Russie, nous devons consolider l'architecture de sécurité de l'Europe. De fait, le point de sortie de la guerre en Ukraine concerne plus que le sort de l'Ukraine. Cela concerne la sécurité du continent européen et même au-delà et pour plusieurs décennies. La Russie livre une guerre totale en Ukraine. Elle attaque nos intérêts en Afrique et attise les tensions au Moyen-Orient. En fait, la Russie veut abattre l'édifice du droit international mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour cela, en plus, elle excite la posture contestatrice de certains pays non occidentaux. Dans ce cadre, on ne doit pas compter que sur le courage de l'Ukraine pour nous protéger. On doit tout faire pour empêcher une victoire russe et avoir une posture collective qui pose des dilemmes à la Russie, c'est-à-dire qui ébranle ses certitudes de pouvoir concevoir une guerre qu'aucune volonté ne pourra briser. Comme Européens, c'est très prégnant, probablement plus que pour les États-Unis qui ont aussi d'autres priorités stratégiques à gérer. L'autonomie stratégique est également une nécessité pour coopérer harmonieusement avec les pays africains. Ce continent ne contient pas une réalité homogène. Chaque pays a une trajectoire propre, comme chaque pays européen en a une, et leur souveraineté, celle de ces pays africains respectives, doivent être respectées. Cela n'empêche pas de bien percevoir que globalement, l'Afrique et l'Europe sont les deux continents qui ont le plus de liens entre tous les continents sur le monde. Les répercussions de ce qui se passe en Afrique surviennent essentiellement sur le continent européen. La géographie et l'histoire y sont évidemment pour beaucoup. J'identifie ainsi 4 enjeux stratégiques qui ne peuvent pas rester sans réponse sur le continent africain et qui impactent directement l'Europe. Il s'agit tout d'abord de continuer à lutter contre le terrorisme et éviter la formation d'un trou noir sécuritaire au Sahel qui pourrait ensuite s'étendre davantage. Il s'agit également de contribuer à la lutte contre les trafics illicites et singulièrement contre l'immigration illégale. Nous sommes tous conscients combien l'immigration est un facteur déstructurant sur la vie politique des pays européens. Il faut ensuite ne pas laisser les grands compétiteurs et les puissances régionales user de la force, même sous le seuil, pour assujettir certains pays africains. Enfin, il s'agit de participer à la protection de l'environnement et à la lutte contre les effets du changement climatique. C'est une réelle préoccupation de la plupart de nos partenaires africains. Trouver des réponses adaptées et cohérentes sera le fruit d'un effort collectif. Tous les Européens sont concernés et de manière bien plus prégnante, là aussi, que les Américains ou les pays du Proche-Orient. On doit s'emparer de ce sujet-là.
Enfin, l'autonomie stratégique de l'Europe doit permettre de mieux maîtriser nos approches en Méditerranée, notamment, mais aussi en Arctique, et les flux nécessaires à nos économies, dont beaucoup passent par la zone Indo-Pacifique. Réussir seul est difficile, sinon quasi impossible. En Europe, personne, je pense, n'a les moyens de se passer d'un allié, et collectivement, nous n'avons pas les moyens d'être plusieurs à faire la même chose sans coordination. C'est un des vieux principes de la guerre, l'économie des moyens, enseigné ici même à l'école militaire par le maréchal Foch, qui savait pourtant les difficultés qu'engendre une action en coalition. En plus, il y a des opportunités à tirer des choix de défense et des expertises régionales de chaque pays pour optimiser nos efforts. Agir de façon stratégique en Europe et en européen, c'est aussi assumer la compétition, notamment dans le champ informationnel. La lutte informationnelle est une réalité qui nous touche tous. La puissance de notre réponse tient à son caractère collectif. En conclusion, j'estime qu'il y a aujourd'hui une urgence de l'action pour devancer nos compétiteurs et nos adversaires. Leur comportement disruptif et agressif nous plonge dans l'incertitude et bouleverse tellement l'ordre établi que gérer les conséquences est quasiment vain et toujours insuffisant, car il n'y a pas de retour en arrière. Hier, on faisait des plans pour gérer les conséquences des crises. Aujourd'hui, on doit agir pour empêcher que des événements néfastes adviennent. Pour cela, il faut anticiper, c'est-à-dire voir loin et se positionner pour montrer la maîtrise de notre force et de notre détermination. Ce n'est pas si facile, car cela implique de prendre des risques, et vous savez comme moi combien nos sociétés ont développé une aversion au risque. Mais aujourd'hui, le risque de l'inaction est encore plus grand. C'est à ce défi que l'Europe est appelée. Merci à tous. Merci Général. Et maintenant, je laisse le mot de la fin au Général de corps d'armée, Benoît Durieux. Merci, mon général. Merci, cher Thierry. Merci pour ce discours qui donne beaucoup de sens à tout ce que nous nous sommes dit durant ces 2 jours, je crois, en présentant de manière très claire la stratégie française. Je ne vais pas être long, je voudrais vous dire un très sincère merci à vous tous. Merci à nos 230 intervenants, à nos 2600 participants qui sont venus de 68 pays, avec une mention spéciale pour certains participants ukrainiens que nous avons eus en visio, par exemple, avec également, je remercie encore ce soir le chef d'État lituanien qui est venu hier avec une très imposante délégation. Merci à tous nos partenaires qui nous ont fait l'amitié et qui nous ont fait confiance en nous soutenant pour cette première édition du Paris Defense and Strategy Forum, nos partenaires industriels et financiers, nos partenaires universitaires, les centres de recherche, la Fondation méditerranéenne pour les études stratégiques, le RUSI à Londres, le NATO Defense College et bien d'autres partenaires, et puis nos partenaires de la presse qui nous ont soutenus également. Je ne vais certainement pas me risquer à faire une synthèse de nos 68 événements. En revanche, ce que je voudrais vous dire, c'est que, à titre très personnel, ce que j'ai ressenti dans les quelques conférences auxquelles j'ai pu assister, et comme vous, sans doute, j'ai été frustré de ne pas pouvoir y assister à toutes, mais c'est que j'ai trouvé d'abord que globalement, nous avions se dessinait une perception tout de même assez partagée du paysage géopolitique, et ce qui m'a frappé, c'est que par-delà les légitimes différences de perception que nous pouvons avoir entre pays européens, mais aussi entre pays alliés ou pays partenaires, il y avait ici, durant ces 2 jours, une très grande un esprit très constructif, une très grande satisfaction de pouvoir échanger et mieux comprendre l'autre. Et je crois que de ce point de vue-là, c'était une réussite à mes yeux en tout cas.
Et ça donne une confiance mutuelle partagée pour continuer. Et comme vous venez de le dire, mon général, nous devrons très certainement agir en coalition. Et donc, une plus grande détermination encore à contribuer à la défense de nos pays, de l'Europe, et à continuer ensemble à réfléchir et à développer ces idées. Parce qu'effectivement, on a quelque chose à dire en Europe, en France, en Europe. Je crois qu'il y a une pensée stratégique qui est beaucoup plus vivante qu'on ne veut bien le dire, et nous allons continuer à nous y employer. J'en profite pour dire que l'Académie de défense de l'école militaire, dont vous savez sans doute qu'elle a été créée récemment, au mois d'octobre, va continuer sa route et elle est ouverte à tout type de partenariat avec des institutions qui partagent son objet, donc soit qui étudient, soit qui forment dans le domaine assez large de la défense et de la sécurité nationale, que vous soyez en France, en Europe ou aux États-Unis, au Canada ou bien au-delà. Voilà, alors je vous donne d'ailleurs, d'ores et déjà, rendez-vous à tous du 11 au 13 mars 2025 pour la 2e édition du Paris Defense and Strategy Forum. Voilà.